Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ostéobio TV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. Pour ce 18e Ostéomag, nous recevons Luc Même, chiropracteur et cofondateur de la société BOSS, Back Office Santé, société spécialisée dans la prise en charge des troubles musculo-squelettiques. Et nous aurons également la chance de retrouver Pierrick pour sa rubrique Ce qu'on ne vous dit pas en fin d'émission. Luc Même, bonjour. Bonjour Romane. Vous êtes chiropracteur depuis 2000 ? Oui. À Roissy, c'est ça, Roissy, un exercice libéral à Roissy? Disons que j'ai été travailler après mes études en région, en province en fait, en Bretagne et en Alsace pendant 4 ans pour parfaire ma formation et travailler dans des cabinets à fort potentiel. Donc en tant que collaborateur. D'accord. Donc par la suite, j'ai ouvert mon cabinet à côté de Roissy. Et en attendant son développement, je me suis investi dans l'enseignement au sein de l'Institut franco-européen de chiropractique. Donc vous avez été enseignant du coup également? J'ai été clinicien en fait en internat pour les 5e années. J'ai enseigné quelques cours divers. Et par la suite, j'ai été contacté par Bercy pour notamment suivre les catcheurs américains pendant 6 ans. Ah. J'ai progressivement laissé tomber l'enseignement pour me consacrer essentiellement à mon cabinet. Et aux catcheurs? Et aux catcheurs, bien sûr. Et je suis donc ensuite rentré en politique professionnelle. Donc au conseil d'administration de l'Association française de chiropraxie, pour remodeler un petit peu les régions, pour m'investir sur des gros dossiers comme l'UNAPEL et le FIFPEL. Qui sont des centres de formation pour les professionnels libéraux. Voilà, le FIFPEL, centre de formation continu, et l'UNAPEL, c'est l'Union nationale des professions libérales qui regroupe l'ensemble des professions libérales. Là où j'ai pu côtoyer justement les syndicats d'ostéopathes, où on a mené ensemble, de front, des actions justement pour essayer d'intégrer la section santé. Et en parallèle, vous êtes également le cofondateur de la société BOSS, Back Office Santé. Alors Back Office Santé, oui. Qui est une société spécialisée dans la prise en charge des troubles musculo-squelettiques, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une société dédiée aux entreprises où l'on va, qui a pour objectif en fait de détecter, de traiter et de prévenir les TMS. Et alors comment ça vous est venu cette idée-là de créer une société pour ça? J'avais déjà été amené en fait dans mon cabinet à aller faire du domicile pour les entreprises 6 ou 7 ans auparavant. Ça m'avait plu, ça m'avait plu de découvrir un autre univers, de voir qu'il y avait une réelle souffrance en fait au sein des entreprises, mais qui n'était pas pris en charge par notre profession. Et à force de voir en cabinet des TMS que l'on sortait d'affaires, on s'est dit pourquoi pas fonder une société avec mon associé Nicolas Destin, qui est chiropracteur également, et essayer de former en fait une entité qui puisse négocier réellement, commercialement, avec les entreprises. Oui, parce que les troubles musculo-squelettiques, il n'y a pas vraiment de réponse dans le système de santé classique autrement. On voit bien sûr une augmentation depuis 10 ans de 5 à 10%. C'est un fléau en fait qui n'est absolument pas du tout endigué. Il n'y a pas réellement de solution trouvée, même si les pouvoirs publics essaient par le biais de la prévention, telle que l'ergonomie, de pouvoir faire quelque chose. Et on voit également que ça a un coût phénoménal en fait pour les entreprises. D'accord. Mais alors les troubles musculo-squelettiques, quelles sont les causes exactement? C'est une entité très très complexe qui englobe plusieurs facteurs, des facteurs physiques, biomécaniques, donc l'hypersollicitation en fait des articulations, la sédentarité également. On a des facteurs psychologiques, puisqu'on sait en fait que le stress va avoir une action sur le système nerveux central et végétatif, via la formation réticulée ou ensuite le système rénal, qui vont entraîner par la suite des désordres et des lésions microtraumatiques musculaires. D'accord. Donc on a énormément d'hypothèses sur ce côté-là. Ce sont les fameux RPS, les risques psychosociaux, très difficilement identifiables. Et au niveau des facteurs biomécaniques, on a vu que plusieurs hypothèses tendaient à définir que l'incidence des lésions et des tendinopathies avait comme cause en fait l'inactivité ou l'hypersollicitation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un temps de latence, en fait. Il nous faut des temps de repos, mais il ne faut pas forcément qu'on le soit trop longtemps. Les TMS, ça touche autant quelqu'un qui ne bouge pas de sa journée, qui va être assis toute la journée devant un poste. Un petit peu plus au niveau du rachis pour la sédentarité, la bureautique.
Et ensuite, puis quelqu'un qui va travailler physiquement. La manutention, c'est plutôt en fait les désordres périarticulaires. Donc tendineux. Voilà, tendineux, donc l'épaule, les tendinites du coude, les épicondylgies, canal carpien, etc. Et alors tout à l'heure, vous disiez que donc, les TMS avaient un coût pour les entreprises. Moi, j'ai lu sur votre site internet que ça représentait quand même 8,4 millions de journées de travail perdues. C'est un désastre, on va dire, autant pour le salarié que pour l'entreprise, un coût économique énorme. Les TMS représentent 80% des maladies professionnelles, ce qui n'est pas rien. On a une majorité de lésions périarticulaires, comme on disait, mais ce sont celles du rachis qui coûtent le plus cher. On a également un sous-diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a une étude de l'INSV, l'Institut national de veille sanitaire, en 2012, qui a montré que les TMS étaient sous-diagnostiqués de l'ordre de 6%. On a des maladies à caractère professionnel aussi, qui ne sont pas répertoriées dans le tableau des maladies professionnelles, qui ne sont pas diagnostiquées. Donc des gens en arrêt, mais qui ne sont pas diagnostiqués comme maladie professionnelle. Tout à fait, qui ne sont pas répertoriés en tant que tels, en tout cas. D'accord, donc ça coûte moins cher pour l'entreprise. Ça coûte moins cher pour l'entreprise, mais c'est un coût d'absentéisme non négligeable. Et justement, avec Boss, vous proposez de diminuer l'absentéisme lié aux troubles musculo-squelettiques. Tout à fait. Donc le coût pour l'entreprise. Et concrètement, comment ça se passe? Alors on a différents outils. On peut organiser des dépistages, donc ça à grande échelle. On peut organiser des audits sur site au niveau des TMS. Et surtout, notre cœur de métier, c'est le soin en entreprise, sur site. Donc là, on va dépêcher des ostéopathes ou des chiropracteurs, membres de notre réseau, fort de 600 thérapeutes, pour aller soigner sur place en fait, les employés. Donc il faut que les praticiens, chiropracteurs ou ostéopathes s'inscrivent sur votre site. Et ensuite, ils sont contactés si une entreprise de leur région est localement, on va contacter un thérapeute pour lui demander s'il est d'accord pour intervenir. Donc il y a toute une organisation, il y a un portail, on a une plateforme internet où justement on peut recruter des praticiens. On a un portail qui va s'adresser à des patients, ils auront leur propre espace privatif. L'entreprise aussi va pouvoir suivre le modèle en fait et l'ensemble des soins qui sont délivrés dans son établissement, avec des statistiques aussi anonymisées sur les maladies professionnelles. Et en entreprise, est-ce qu'il y a un suivi sur le long terme des salariés? Est-ce qu'il y a du conseil par rapport à l'ergonomie des postes? Il y a du conseil dans les espaces personnalisés. Le thérapeute peut ensuite donner des exercices à faire, il peut les télécharger sur son site privatif. Ah oui, nos thérapeutes sont formés aussi en ergonomie, en gestes et postures, pour pouvoir donner également pendant les consultations des conseils bien adaptés. Les interventions, elles sont plutôt ponctuelles ou vous avez des ostéopathes qui interviennent, des ostéopathes ou des chiropracteurs, pardon, qui interviennent régulièrement dans la même entreprise? Alors généralement, quand on passe un contrat avec une entreprise, on le passe pour 1 ou 3 ans. D'accord. Donc généralement, ce sont des interventions ponctuelles, mensuelles. C'est vrai que c'est un petit peu la philosophie chiropractique préventive qui fait qu'on va au début voir la personne plusieurs fois pour la sortir d'affaires, ensuite en phase de stabilisation pour voir s'il n'y a pas de rechute, et ensuite en phase préventive. D'accord, donc il y a quand même un traitement. Donc il y a un traitement, on va dire, plutôt loco-régional, ensuite symptomatique. On va s'intéresser ensuite vraiment à l'ensemble de l'appareil locomoteur. Et ensuite, on va justement faire de la prévention. Et donc il y a un suivi par rapport au poste du salarié. On va cibler bien sûr les salariés les plus touchés. Et on va aussi maintenir en forme les autres. Donc on essaie vraiment de toucher un vaste spectre en fait de patients. Et là, actuellement, vous avez des collaborations avec des entreprises en particulier? Oui, là, on a à peu près 4 cliniques privées. Donc, on n'a pas commencé par le plus facile. On a maintenant signé avec Veolia et on est en discussion avec des groupes de grande distribution comme Carrefour ou Leclerc. D'accord. Alors, sans compter, bien sûr, la campagne des TMS que l'on est en train de mener conjointement avec AG2R au sein de la FLEC, la Confédération des commerces alimentaires, où on va pouvoir également décrocher d'autres marchés sur d'autres branches professionnelles. Et donc, vous répondez vraiment à un enjeu de santé publique. À la demande, oui. Cette année, on a concentré en fait nos efforts sur la force de vente
donc une prospection énorme qu'on a lancée cet automne. Et ensuite, on va essayer de développer un modèle économique qui puisse toucher toutes les entreprises, de la TPE à la grande entreprise. Mais est-ce qu'il existe une reconnaissance de l'utilité publique de votre société? Alors, on n'a pas vocation à être politique, hein, mais on aimerait pouvoir donner quelques idées, justement, à l'assurance maladie, aux organisations gouvernementales, pour leur dire que nos professions peuvent amener un plus dans la prévention, justement, de ce type de pathologie. Hein. C'est vrai qu'il est très compliqué de pénétrer le cercle de santé sanitaire en France. Donc, à chaque fois, on a le noyau dur composé des médecins et ensuite paramédicaux. Et l'organisation sanitaire est une structure très verticalisée. Donc on aimerait, comme à l'anglo-saxonne, le patient soit le centre d'attention et que, en fait, les outils sanitaires se développent autour de lui. Qui est plus une collaboration. Et en collaboratif, bien évidemment. Parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse par rapport à ces troubles musculo-squelettiques. Il n'y a pas vraiment de réponse. Je dirais que c'est compliqué. Comme on a vu qu'il y avait plusieurs facteurs, c'est vrai que il faut plusieurs chiropracteur, l'ostéopathe, par le dialogue, intervient sur tous ces facteurs. Mais je pense qu'on peut être un élément de réponse réel, en fait, à ce fléau. On vous le souhaite. D'avoir un rôle social pour le salarié et on le souhaite pour économique les patients. Pour les entreprises. Donc on le souhaite pour les patients et pour les entreprises aussi. Merci beaucoup Luc Même d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et puis on prendra des nouvelles de Boss et on espère que ça va continuer dans le bon sens. Bon courage en tout cas. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, place à la rubrique Ce qu'on ne vous dit pas avec Pierrick. Bonjour Pierrick. Bonjour Romane. Vous revenez sur notre plateau aujourd'hui pour nous parler démographie des ostéopathes. Oui, parce que suite à la récente campagne d'agrément, les syndicats professionnels ont crié victoire face à la soi-disant folle démographie de la profession, alors que la régulation avait d'elle-même tendance à se faire naturellement. En fait, selon le ROF qui publie une très intéressante étude démographique chaque année, le nombre d'ostéopathes a augmenté de 2010 à 2013 d'une manière assez homogène, avec en moyenne 2500 ostéopathes en plus par an, ce qui est une croissance énorme. Sauf qu'en 2014, toujours selon le ROF, on ne recense plus que 442 ostéopathes de plus qu'en 2013, soit une augmentation qui est très faible. Encore plus surprenant, selon le SFDO, syndicat français des ostéopathes, le phénomène avait déjà débuté en 2013, avant même la phase de travail au ministère. En s'appuyant sur les données du répertoire Adélie, le SFDO confirme les chiffres du ROF pour 2012, mais conteste ceux de 2013. Le SFDO annonce une simple augmentation de 765 ostéopathes en 2013, soit déjà en 2013 un nombre restreint d'installés. Il y a vraiment si peu d'installations que ça ? C'est difficile à affirmer. En fait, on peut supposer que soit ces ostéopathes sont salariés, soit ils ont tout simplement décidé de mettre la clé sous la porte. Mais il faut avoir bien conscience qu'aujourd'hui, de plus en plus d'écoles forment des ostéopathes qui ne sont pas aptes à prendre en charge des troubles fonctionnels en cabinet. Alors même que l'étude MOST nous dit clairement que 80% de la demande de prise en charge en cabinet correspond à ces troubles fonctionnels. Répétons-le, on ne remplit pas nos cabinets avec des motifs de consultation tels que l'anxiété, le stress ou tout autre problème psychologique. Ce n'est pas notre métier. Donc c'était quand même important de revoir ce dispositif de formation. Oui, mais il n'était pas forcément judicieux de confier la tâche à des directeurs d'école dont les diplômés ne gagnent même pas leur vie en cabinet. En fait, aujourd'hui, ce sont eux, les directeurs, les grands gagnants, et non pas le public, puisque eux, maintenant, vont pouvoir diplômer près de 1800 ostéopathes par an. Ce qui est énorme par rapport aux chiffres que je vous ai présentés. Bien, merci Pierrick. Donc finalement, une campagne de réglementation de la formation qui n'a peut-être pas porté ses fruits, a priori. Peut-être pas tant que ça, Romane. Affaire à suivre, merci. Ostéomag, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous retrouverez très bientôt un 19e numéro en compagnie de Sarah qui me remplacera pendant quelques mois. À très bientôt.